Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble. Plein l'ado est avec nous aujourd'hui Benjamin, mais Benjamin, je vais le présenter juste dans quelques minutes parce que d'abord, je vais vous parler du projet qui est le sujet de notre émission aujourd'hui. E égale M, c'est mieux. Alors effectivement, on a repris un peu la formule d'Einstein pour ce projet pédagogique de pointe qui veut dire en fait que l'énergie d'un adolescent, l'énergie d'un jeune, c'est quelque chose d'inestimable, c'est quelque chose d'incroyable et que cette énergie-là, il faut la canaliser. Alors comment on la canalise ? En appelant M, c'est mieux, c'est le petit jeu de mots qu'on a trouvé. Si l'ado aime ce qu'il fait, s'il aime les gens avec qui il travaille, le cadre dans lequel il bosse, alors on va avoir un résultat absolument extraordinaire. Et c'est ce qu'on vise aujourd'hui dans ce projet pédagogique. Durant 2 jours, nous avons été avec un groupe d'ados fantastique ici. On a travaillé, on a rigolé aussi, on a bien joué. Et surtout, on a travaillé sur des petites rubriques, des petites chroniques qu'on va faire aujourd'hui dans cette émission. Alors, il y avait ici 12-13 ados qui ont bossé avec nous constamment pendant ces 2 jours. Et parmi eux, il y avait Benjamin. Benjamin, c'était probablement le plus grand de la délégation. Benjamin, bonjour. Bonjour. Alors Benjamin, comment ça s'est passé exactement ces 2 jours ? Raconte-nous un tout petit peu. Et comment tu as ressenti, toi, que ce projet avançait ? Est-ce que c'est un truc qui t'a fait plaisir ? Allez, donne-nous un peu de détails sur ce programme. Alors, tout d'abord, on est arrivé tôt le matin vers 9h. Il y a eu les présentations, le projet, ce qu'on va faire, en général, le projet, ce qu'on allait faire. Et ensuite, on a eu une représentatrice qui nous a parlé. C'était Batel, c'est ça ? Batel Gatrer, la championne de taekwondo. Et elle nous a parlé comment faire avec les échecs, parce qu'on en aura tous. Ah oui, il faut composer des fois avec les échecs dans la vie. Exactement. Et si on les prend comme quelque chose d'éliminatoire, alors on ne peut plus avancer, effectivement. Et elle nous a aidé à comprendre, parce qu'elle n'a pas que réussi, parce qu'elle a été championne, et elle a réussi à aller aux Jeux Olympiques. Et elle nous a expliqué que malgré les échecs, on peut soit continuer à avancer, ou soit jeter l'éponge, etc. Ensuite, Alors Benjamin, pour toi, c'est un principe qui va te poursuivre dans la vie ? C'est-à-dire, tu penses qu'effectivement, elle ne se trompe pas sur ça, c'est un truc important, savoir se relever de ses échecs, même les prendre peut-être comme une partie de la réussite future ? je pense que oui. Ok. Alors, quelle a été la suite du programme ? Ensuite, on a eu Dan Samama, c'est ça ? Voilà, un sous-directeur de l'école à Ramat Gan. Et lui, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a révolutionné l'éducation, en tout cas dans son école. Il a complètement enlevé les cours, mais il les a pas enlevés complètement, en fait. Je me suis trompé. Il a donné, en fait, le choix à tous les élèves de faire ce qu'ils voulaient. Et comme ça leur permettait de vouloir aller à l'école le matin et que ce soit pas une contrainte. D'accord. Effectivement, ce n'était pas une évidence. On se rappelle de cette conférence où il a pris pas mal d'exemples. Et cette histoire où tous les profs il y a eu une levée de bouclier. Qu'est-ce que tu vas faire ? C'est des jeunes qui ont besoin, au contraire, d'un cadre rigide pour les tenir, etc. Et lui qui arrive et qui dit non. Moi, je pense qu'ils étudieront mieux s'ils ont le choix. Tu te rappelles cette histoire de choix ? Ouais. Tu peux nous en toucher 2 mots ? Pourquoi c'était tellement important ? C'était important parce que c'était des élèves qui venaient d'un milieu assez difficile. Et pour eux, faire tous les jours la même chose, c'était assez monotone et assez dur aussi pour les professeurs, ce qu'il nous a dit Dan, qui était lui-même professeur de physique. Et effectivement, à partir du moment où il leur laisse le choix, alors ils ont l'impression qu'ils ont choisi eux, c'est eux qui ont voulu venir, donc là, il n'y a plus besoin de protester Exactement. ou de fuir. Ouais. Alors ce matin, vous étiez au Space Laser, et à part le fait de jouer et de bien vous amuser là-bas, vous avez aussi rencontré Mike Nakash, pour qui ce projet-là était un rêve d'ouvrir ces laser games en Israël. Comment c'était cette rencontre ? C'était une rencontre très enrichissante. Lui, en fait, son discours, c'était plutôt axé vers la volonté. Il nous a expliqué que quoi qu'on fasse dans la vie, si on a la volonté et on continue, et les épreuves, il y en aura, mais on les passe, et on se réveille le matin en se disant qu'on va réussir,
Donc, il n'y a aucune raison qu'on ne réussisse pas. Alors, tu sais que dans ce projet, il y a beaucoup de gens qui se sont investis, qui ont même investi. Il y a les studios Qualita et Qualita qui nous a prêté les locaux. Vous avez eu les cours pendant 2 jours où on a mangé, où on a vécu un peu. Il y a le CNEF qui est le grand parrain du projet, le Centre national des étudiants francophones, qui lui parraine tout ce projet pour toute sa partie alliée avec l'ITA. Et donc, tous ces gens-là sont là pour essayer d'assurer un peu votre réussite. Quand je regarde un peu par ici, c'est parce qu'il y a des jeunes qui sont assis autour de nous dans le studio. Il faut savoir que tous les jeunes assistent maintenant à notre émission en direct là. Toi, est-ce que ça t'a donné envie de revenir chez nous, de nous voir, d'être en contact avec nous pour pouvoir commencer à avoir des idées de projet? Tu es quelqu'un de grand, je sais que tu veux faire une école de commerce, tu veux peut-être monter une boîte plus tard et développer des produits. Donc effectivement, bientôt, ça sera l'armée et tu as plein de projets en tête. Mais est-ce que cette idée-là, ce qu'on est en train de développer ici, ça t'a donné envie même de parler à des gens, même des plus jeunes, de dire rentrer dans cette aventure-là? Ouais, je pense que ça peut être une super expérience, surtout pour les jeunes Olim. Alors Benjamin, on va faire une petite pause. On va te retrouver tout de suite parce que tu vas être avec ton frère, tu vas être avec ton frère Aaron, le premier chroniqueur de cette émission. Dans cette émission, ce qu'il y aura de très spécial, c'est que les jeunes qui vont venir vont présenter un personnage ou un sujet sur lequel ils vont parler. C'est eux aujourd'hui qui assurent cette émission de Plein Lado. À tout de suite. Et donc, comme on l'a dit, Plein Lado, avec aujourd'hui le thème, c'est le super projet E égale M, c'est mieux. Et dans le cadre de ce projet, qui va tirer le meilleur de nos ados, 2 invités pour la première chronique aujourd'hui. Benjamin, que vous connaissez déjà puisqu'il a présenté la première partie de l'émission avec moi, et Aaron. Alors Aaron, c'est le frère de Benjamin. Et Aaron, donc, il habite à Jérusalem. Il va bientôt rentrer dans l'école du Mahonef, c'est ça? Ouais. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va. Oui, il a l'air enfin un peu stressé, attention. C'est un joueur super professionnel de foot, vous le verrez bientôt dans quelques années. C'est le remplaçant de Lionel Messi, excellent élève, sportif. Et aujourd'hui, avec son frère, vous nous présentez la première chronique qui va parler de Walt Disney. Walt Disney, pourquoi? Parce que c'est une grande réussite. Et aujourd'hui, dans ce projet E égale M, c'est mieux, on parle de réussite, on parle d'échec, on parle de gens qui sont partis de zéro et qui sont arrivés à quelque chose. Et donc, Walt Disney, dont tous les enfants connaissent toutes les chansons par cœur, toute la journée, tu connais une chanson par cœur? Je te la fais pas chanter, tu as de la chance. C'est le sujet du jour. Et pour le sujet du jour, c'est Benjamin qui va commencer parce que son frère lui a fait un petit signe en disant « Commence. » Alors, vas-y. Benjamin, qu'est-ce que vous allez nous raconter sur Disney? Alors déjà, pour commencer, Walt Disney, il est né en 1901 à Chicago, aux États-Unis. Et à la fin de la Première Guerre mondiale, il avait 20 ans, il a créé sa première boîte d'animation. Est-ce qu'il ressemblait à Donald déjà ou non, il avait une autre tête, non, on peut le voir derrière mon frère. N'empêche que le président des États-Unis s'appelle Donald Trump et je ne sais pas quelle influence a eu Walt Disney sur ça. Alors, développez un tout petit peu. Qu'est-ce très belle photo vous avez choisie là. Oui, alors c'est toi qui continues? Ouais, je vais continuer. Ouais. Il a créé sa première boîte d'animation. Et elle n'a pas franchement marché, et du coup, il a fait faillite. Il a fait plusieurs faillites par la suite. Et en 1928... C'est absolument génial quand même de savoir ça. Quand un type comme Walt Disney, aujourd'hui connu partout, c'est un nom inévitable, qu'au début, il se cassait la figure et qu'il a dû penser, j'y arrive pas, quoi. C'est pas possible. Justement, en fait, il a été viré d'une de ses boîtes, enfin, quand il était employé, parce qu'il avait pas assez d'imagination et par manque de créativité. Ah oui, c'est sûr, il a confirmé d'ailleurs par la suite, jusqu'à aujourd'hui. On court tous derrière pour voir ses films, petits et grands. Effectivement, ils sont très inspirés, très bonne boîte. Très bonne boîte. Et donc, comment il est arrivé à faire sa boîte? En 1928, il crée pour la première fois Mickey Mouse, celui qu'on connaît aujourd'hui. Il ressemblait pas exactement à celui qu'on connaît aujourd'hui, mais on voit... Ça ressemblait à quoi? C'est pas une souris, vraiment? Si, c'était une souris, mais elle n'était pas complètement aboutie. Elle n'était pas encore comme ça, avec le costume, les gants. Enfin, je crois que les gants, si, mais... Ouais. Bref. Et voilà, ça, c'est comme ça qu'il a commencé. Il n'y a pas eu aussi beaucoup de succès. Le succès, il n'était pas immédiat, mais il a commencé à se faire parler de lui grâce au long métrage qu'il faisait. Ok. Vers entre 30 et 50, les années 30 et 50, il s'est fait connaître à l'international. Et direct après la Seconde Guerre mondiale, il a commencé à entrevoir le Disney World. Benjamin, c'est un mec extraordinaire parce qu'il travaille sans papier, vous voyez. Tout dans la tête. Il maîtrise la souris de Walt Disney. C'est ton tour? Okay.
Alors, Aaron, qu'est-ce que tu as à nous dire? Attention, parce que Benjamin, il a mis la barre très haute. Comme Walt Disney, il n'avait pas les fonds pour payer Disney World, Ouais, il est parti demander des prêts à la banque. ouais. Mais comme c'était une somme très importante, donc la banque, Ils lui ont dit, t'es gentil, Ouais, va et- jouer avec tes souris, quoi. c'était pas sûr qu'il réussisse son projet. Et après 302 échecs de prêt, Ouais. il a demandé aux banques un prêt. 302. 302 à 303e, il a eu le prêt. C'est-à-dire, si le mec il va dans une banque chaque jour, il a mis 1 an, et tous les jours, il se prend une baffe, il est content, il recommence. Il dit, allez, je vais dans celle d'à Sacré côté. courage. Hein. Ah ouais, Ouais. je comprends qu'il ait réussi, le mec, il mérite vraiment, quoi. Parce que c'est le genre de truc, tu vois, tu fais 2-3 banques, t'as pas, tu dis, mon projet est du bidon, quoi, je me tire, il Ouais. faut vraiment y croire. Et donc, t'aurais fait pareil, toi? Ou t'aurais été vexé au bout de 2 fois, t'aurais dit, ouais, bah, qui crève, je m'en fous, je vais pas voir. Hein. Non, j'aurais pas 302 fois. Ouais, 302 fois, ça fait quand même beaucoup, quoi. Enfin, pour continuer à y croire, après 302 fois, il faut être super optimiste, quoi. Mais ce qui est très triste, c'est qu'en 1960, bref, à la fin, au bout, il a eu son prêt, le chantier il a commencé. En 1960, il est tombé très malade et son frère Roy, il a pris la direction, bien qu'il était avec lui à part égale à chaque fois, à chaque niveau. En 66, il est mort de la maladie. Et La fin du chantier, c'était en 1970. Ouais. Et Ah, il a pas vu la fin, quoi. Il a pas vu le pas. non, Non. il n'a pas vu la fin. après, il y a eu des journalistes, ils Mais ont comment demandé- ça se fait qu'on ne connaît pas Roy Disney? Le mec, il était à part égale, personne ne le connaît, tout le monde s'en fout. Ça, on Il y a sait pas. toujours un qui se débrouille bien, ouais, exactement. C'est un truc fou, quoi. Alors, après, C'est comme si qu'à la fin de l'émission, les mecs disent, ah, vous avez vu, Benjamin était génial. Et l'autre, ah, je l'ai pas vu. après, il y a eu un journaliste, il a demandé à Roy, ça vous fait pas de la peine que votre frère, il a tant rêvé de toutes ces années il a dit rêvé non. de faire S'en fout. Disney World et à la fin, il n'a pas vu. Ouais. Roy, il a répondu, si les 4 années avant, il avait déjà vu dans sa tête. Ah, c'est une belle réponse, trucs. ça j'aime bien. Il était bon ce Roy, dommage qu'on n'a pas mis assez devant. Belle citation. Très philosophique. Vous aimez les films de Walt Disney, vous deux? Ouais, j'aime Ouais, bien, c'est j'aime vrai. bien. Qu'est-ce que vous avez vu en dernier? Attention. En dernier, moi, ça fait longtemps que je n'ai pas vu. On aimait bien. Et toi? Moi, c'était... J'ai vu un truc il n'y a pas longtemps, là. Je sais pas, c'était un truc très bizarre avec des mecs morts. Bon, j'ai rien compris, mais c'était mignon. Je me suis endormi, je crois, au milieu. Mais les films de Walt Disney sont super connus. Pourquoi les enfants et tout adorent apprendre des chansons par cœur de Walt Disney? Ah, Je suis allé dans des colos et tout, que les mecs commencent à chanter, ils connaissent On les tout. apprend malgré nous, en fait. Mais, ah ouais, c'est à force de les répéter, quoi. Ouais. Les types, ils nous y Parce rentrent, qu'elles sont hein. partout, je pense. C'est impressionnant, ça. Ouais, C'est exactement. impressionnant. En C'est tout cas, moi... très connu. Ouais. Ils sont très connus. Ils sont très connus, ouais, c'est un truc de fou. C'est-à-dire comment il a réussi à rentrer. Et aujourd'hui, même quand il y a des concurrents, etc., tu dis, ouais, mais il n'y a pas le finish toujours de Disney. Il y a quelque chose qu'il a réussi à faire entrer. C'est un peu magique. En tout cas, Benjamin et Aaron, vous avez été extraordinaires. Pour moi, c'était une super jolie rubrique. Merci Félicitations. Vous êtes l'honneur pour l'instant du projet E égale M, c'est mieux. On vous reverra donc ici avec nous. Toda Rabba et à tout à l'heure pour la suite de l'émission. Merci, au revoir. Au revoir. Bye. Magnifique, magnifique petite musique chantée par des jeunes ados dans le public. Parce que la prochaine rubrique va parler effectivement de J.K. Rowling. Alors J.K. Rowling, c'est cette dame-là qui est la maman spirituelle d'Harry Potter. Et pour en parler, deux de nos stagiaires ici, Elsa Chemla et Adassa Job. Alors Elsa, bonjour. Bonjour. Adassa, salut. Salut. Alors Elsa, elle est arrivée en Israël il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois. Elle venait de Paris, elle a fait sa alia donc en août 2018. Elle aime bien le sport, elle aime bien dessiner, elle habite à Ra'anana et elle est en forme aujourd'hui. Vous allez voir la rubrique fantastique qu'elle nous a préparée. Adassa, elle est très sage, elle a mis son casque gentiment, elle n'a même pas cherché de savoir si ça l'a décoiffé ou pas. Elle a 15 ans, elle a fait l'ALIA en 2011 et elle est aussi très en forme, malgré cet air un peu fatigué. Adassa, bonjour. Salut. Alors, qui commence à parler? Qui c'est qui nous présente c'est moi. J.K. Rowling, c'est toi? Oui. Alors, on y va, Elsa, on t'écoute. Donc J.K. Rowling, c'est l'auteur d'Harry Potter. C'est Harry Potter vendu 500 millions de ventes dans le monde.
À peu près comme mon livre personnel, mais qui tourne c'est moins. Ça. Ouais, voilà. Et elle est milliardaire aujourd'hui. Mais comme on l'a appris avec Hadassah, au début, c'était pas si simple. Elle a commencé... Ah ouais, c'est un peu comme Walt Disney qu'on a vu tout à l'heure. Ouais, Au début, tu te prends des baffes, quoi. Voilà. Il y a eu des hauts et des bas, et voilà. Et surtout des bas, d'ailleurs. Elle n'avait pas vu les hauts tellement. Et donc, elle est née le 31 juillet 1965, en Angleterre. Et à partir de là, ça n'a pas été très facile. À peine elle est née, ça a commencé les difficultés. Elle n'arrivait pas à respirer. Elle voyait des magiciens partout. Voilà. C'était une malade, quoi. À 6 ans, elle écrivait des histoires. Ouais. Elle a fait les études à Exeter, donc elle adorait les langues, français, anglais et l'allemand. À 25 ans, sa mère meurt, donc voilà. Il y a un petit rapport avec Harry Potter, qui n'avait pas de parents, et probablement, souvent, ça influence, ouais. Alors, à 27 ans, elle se marie, elle accouche sa fille Jessica. Ok. Elle part au Portugal, et 2 ans après, elle divorce. Ah non, le mec, là, il n'a pas fait une affaire. C'est mal joué, là. C'est mal joué, mon gars. Je ne sais pas qui c'est le type, mais c'est très mal joué, oui. Alors, elle divorce, donc elle revient en Écosse avec sa fille. Et ça va pas bien, elle est au chômage, elle tente de se suicider. Elle tente de se suicider, elle se loupe en plus, même sur ça, c'est une loser de la mort. Elle loupe complètement. Elle saute du 4e étage, mais elle tombe au 3e et demi, et s'est fait accrocher. Pas de chance. Voilà. Et là, elle s'est dit, si je sors dans un monde imaginaire, peut-être que j'ai une chance de gagner quelque chose, de réussir, parce que dans le monde réel... Et donc, à partir de ce moment-là, elle se dit... Bon, elle reprend son courage à deux mains et elle commence à elle finit de travailler pour son livre Harry Potter 1 sur un univers qu'elle avait déjà pensé dans un train de Londres. Dans les Harry Potter, il y a beaucoup de trains. Voilà, quelques années auparavant, elle avait pensé à ça dans un train, dans l'univers des sorciers. Et là, donc, elle se dit, bon, il faut vraiment que je finisse ce livre. Et donc, elle travaille jour et nuit beaucoup, dans les cafés, à table. Et donc, elle finit par terminer son livre. Et là, elle se dit, il me faut un éditeur. Quoi. Voilà, elle se dit ça. Et donc, elle va voir les éditeurs. Et là, il n'y a pas beaucoup de succès non plus. Les éditeurs lui disent non, c'est pas bien, ça va pas marcher. C'est quand même incroyable. Il y a quand même une leçon incroyable entre Walt Disney qu'on a vu tout à l'heure et J.K. Rowling. C'est-à-dire ce truc-là, pour réussir, il faut y croire tout le temps. Il faut s'accrocher, tu te prends des baffes de partout, on te dit t'es nul, barre-toi avec le truc, il faut s'accrocher. C'est quand même fou, quoi. En général, on a une petite fierté comme ça d'auteur. Tu dis le mec qui n'a pas voulu de mon livre, c'est un bouffon. Et puis au 2e, 3e, 10e, tu dis bon, c'est peut-être moi le bouffon, quoi, finalement, et qui n'arrive pas du tout. Ouais, elle n'a pas de bol. Et voilà, elle a continué elle a refusé jusqu'au 12e éditeur qui lui a refusé. Imaginez les 12 éditeurs, ils doivent pleurer aujourd'hui en se disant mais voilà, on a raté quelque chose. Vachement. Et donc, en fait, c'est la fille de l'éditeur, d'un éditeur qui a aimé ce livre, qui a demandé la suite. Du coup, l'éditeur en question, il a voulu éditer, puisqu'il a dit ma fille, elle a aimé. Et donc, à partir de là, ça a eu un très gros succès. Elle a eu des prix. Et donc, à partir de ça, c'était déjà un peu mieux, la situation. Et après, elle a continué. Elle a fait toute la saga. Et là, elle est devenue... avec beaucoup d'argent, ils ont fait des films. Elle est devenue milliardaire. Et elle a donné dans des associations très actives. Alors, Hadassah, pourquoi c'était important pour vous de présenter ce sujet-là ? Alors, parce que... Elle fait comme son rêve, en fait. Elle va après son rêve. Ouais. Elle va après son rêve, même si elle n'a pas de chance, elle ne réussit pas. Elle ne s'arrête pas, elle prend le courage. Et j'admire, en fait, ce qu'elle a fait. Parce que depuis qu'elle est toute petite, on dit qu'elle voulait... elle écrivait des histoires, elle adorait ça. Donc, ça ressemble un peu à ce que Mike nous a raconté au Space Laser, avec les gens qui disaient « Mais non, ça ne va pas marcher, c'est pas la culture ici, c'est pas ça. » On a vraiment l'impression que quand tu as un rêve, il faut aller jusqu'au bout. Quoi. Il faut y croire et pas écouter les gens qui... vraiment. Ouais, mais c'est pas évident parce que vous le savez tous, même les jeunes, on est à l'école des fois, tu reçois une mauvaise note, 2, 3, et au bout d'un moment, ça t'influence. Tu dis, je suis nul. Et en fait, non. Ça veut pas dire obligatoirement quelque chose. Ce qui est beaucoup plus vrai, c'est, j'ai échoué, mais ça va me servir d'expérience pour la prochaine réussite. Comme si c'était une partie de la réussite déjà. Hadassah et Elsa, c'était super impressionnant votre chronique, parce que vous en parlez comme si vous étiez très proche d'elle. Vous lisez vous-même des Harry Potter ? Moi. Ouais, toi, moi. J'ai vu quelques films.
Tu avais quelques films, moi aussi. C'était plus tranquille et moins d'efforts à faire. Qu'est-ce qui t'a le plus plu, Elsa, dans les Harry Potter? Le monde qu'elle a réussi à monter, cette atmosphère comme ça, ou bien le héros lui-même, sans parents, et puis qui comprend pas d'où viennent ses dons? Bah, c'est plus l'univers, parce qu'elle a inventé des univers bien précis, elle a pensé à tout. C'est un peu comme Tolkien dans Le Silence des Anneaux. Voilà, Le Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire qu'il a réussi vraiment à monter un univers. Comme s'il y avait toujours eu ça et toutes que ces- c'est normal, quoi. Ça existe et tout est normal. Et de la preuve, il y a un truc précis à chaque Ok. petite chose. Adassa, toi aussi, tu sors comme les autres de 2 jours de stage chez nous. C'était un truc sympa quand même? Ouais, Vous avez kiffé? j'ai kiffé. Qu'est-ce qui t'a le plus plu dans les 2 jours? Est-ce qu'il y a un conférencier, un truc qu'on a fait, etc. qui t'a... J'ai bien aimé le directeur. Ouais, Dan, c'est Mama, directeur. Laser Game. Ouais. Laser Game, surtout. t'as bien aimé tirer sur tes copains comme Ouais. ça? C'est drôle, hein? C'est toujours amusant. En tout cas, votre rubrique a été impressionnante. Merci Elsa, merci Adassa. On espère vous revoir avec nous dans plein d'autres projets. À très bientôt. Bye. Toujours le projet E égale M, c'est mieux, le nouveau projet qui sort le maximum de nos jeunes. Et avec moi, tout de suite, Arié Chemla. Arié, bonjour. Bonjour. Et Samuel Hir. Samuel, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes là aussi avec nous depuis 2 jours. Comment ça se passe, Arié? Super, franchement, super programme. Ouais, sympa. On a adoré. Moi, j'ai adoré. Bon, et toi? Ouais, moi aussi, c'était génial. Vous connaissiez pas avant? Non. Ça va, c'est bien maintenant. Vous avez Non, on fait s'est des copains rencontrés aussi, ici. On s'est rencontrés ici. Vous avez fait quelques copains pendant ces 2 jours là? Ouais, c'est vrai? ouais, on a sympathisé. Très bien, c'est génial. Qu'est-ce qui t'a plu le plus, toi, Arié, dans ce programme-là? Moi, j'ai beaucoup aimé rencontrer la championne de taekwondo israélienne. D'accord, Batel Gatterer, Batel qui avait Gatterer. été notre invité ici. J'ai beaucoup adoré son intervention et j'ai beaucoup appris de son parcours. Ok, et toi? Moi, j'ai aimé la façon dont les gens ils sont venus nous expliquer comment ils ont réussi leur vie, leur persévérance, leur volonté à réussir. Ok, c'est un truc que tu vas apprendre avec toi, tu vas amener. Ouais, bien sûr. Maintenant, on va y aller. Bon, en tout cas, sachez que dès la rentrée E égale MC Mieux, on va proposer des ateliers un peu dans tout le pays comme ça. Et comme vous êtes le projet pilote, on serait très très heureux de vous revoir avec nous à la rentrée. En attendant, vous avez choisi un thème sérieux quand même. Ben Gurion. Tous les deux, c'est Ben Gurion, la guerre d'indépendance, la guerre de 48. Alors qui commence de vous deux? C'est Arié qui se lance le premier? Allez, je me lance. Allez, on y va. Alors déjà, tout d'abord, on a choisi Ben Gurion parce que c'est quand même un personnage emblématique en Israël. Tout le monde le connaît, c'est un héros national, mais il faut savoir que lui aussi, il a eu des galères. Que lui aussi, c'était pas en un claquement de doigts, il a réussi à renverser la tendance à la guerre. Il y a eu beaucoup de souffrances, il a dû faire des choix. Et c'est grâce à la persévérance et la volonté de réussir qu'il a pu faire ce qu'il a fait. Alors Ben Gurion, pourquoi il est impressionnant? Toi qui l'as suivi un peu, tu as fait un peu une étude pour venir ici. Alors qu'est-ce qui t'a impressionné chez lui? Ben Gurion, c'est que c'est quelqu'un qui est autoritaire, qui sait faire des choix, et que même si ça peut mal tourner, il a une intuition de faire des bons choix, il arrive à s'en sortir. Quelqu'un qui assume ses responsabilités, Ouais, il est autoritaire. Même quand des gens pensent que c'est pas la bonne décision, que c'est dangereux. Voilà, il a pris la tête du pays, il s'est pris en main, il a dit ça y est, c'est moi qui commande, et c'est grâce à ça Israël a réussi à gagner la guerre d'indépendance. D'accord. Tu nous as préparé quelque chose aussi, ou il doit finir quelque chose d'important là ici à Riez? Je voulais juste d'abord rappeler un peu comment c'était passé. Enfin non, on va d'abord parler de Ben Gurion, son parcours, où il est né, comment ça s'est passé. Samuel va vous en parler mieux que moi. D'accord. Alors Samuel, raconte-nous un tout petit peu comment Ben Gurion est né, comment il arrive en Israël, comment sont les premiers temps ici, pour qu'on arrive à comprendre comment un jeune homme parti pratiquement de rien va devenir le leader incontesté, peut-être le plus grand leader de cette renaissance de l'État d'Israël. Ouais, d'accord. Alors Ben Gurion, il est né en Pologne. Il est né dans une famille très très sioniste. Okay. Et dès son plus jeune âge, il a rejoint un mouvement sioniste. D'accord. Ensuite, il a émigré en Palestine pour pareil, parce qu'il était sioniste, il voulait un État, il suivait l'idée de Herzl, un État hébreu, qui voulait contribuer à ce projet. Alors quelque part, c'est vrai que dans la conscience collective des Israéliens, Herzl, c'est celui qui a pensé, qui a commencé les premiers pas, et Ben Gurion, c'est celui qui vient et qui réalise ça sur le terrain. Voilà, Ben Gurion, il s'est dit, si je le fais pas, après peut-être que personne ne le fera, c'est à moi de concrétiser ça.
Mais pourtant, au début, on se souvient, c'est un jeune homme qui arrive sans rien, quoi. Ici, il veut même pas d'aide de ses parents. On sait par l'histoire qu'il tombe malade, il attrape la malaria, son père lui dit reviens en Pologne, on va te soigner, et il veut pas, il tient à chaque fois, il dit non, je suis venu, je reste là. Ouais. Quand il arrivait, en fait, là-bas, il était très très pauvre, il avait pas de métier, il était souvent au chômage, il enchaînait les petits métiers. Et après, ce qui lui est arrivé, une vraie galère, c'est qu'il y a eu la guerre entre la Russie et l'Empire ottoman. Oui, tout à fait. Alors, il a dû fuir voilà, aux États-Unis pour attendre la fin de la guerre. Ensuite, il est revenu. Et c'est à ce moment-là qu'il est revenu. Il a commencé à devenir une personne assez importante et influente. Parce que après, il y avait, j'ai oublié son nom, mais l'ancien directeur de l'agence juive a été assassiné. David Ben Gourion l'a remplacé. Okay. Il est devenu directeur de l'agence juive. Il est devenu directeur d'autres associations sionistes. L'Aïstadrout, par exemple. Ouais, par exemple. Ouais, tout à fait. Et il a créé c'est pour ça il a poussé les gens à... En fait, toutes les institutions israéliennes qu'on connaît un peu aujourd'hui ont été créées et fondées sous l'ère de Ben Gurion qui dit qu'il faut structurer. Voilà. On ne peut plus être comme ça juste à faire un peu d'agriculture à droite à gauche. Il faut créer des vrais fonds qui vont ramener de l'argent à Israël. Il faut créer des vraies structures. Et ces structures, c'est elles qui, à la création de l'État d'Israël, vont devenir les structures qu'on connaît aujourd'hui de l'État, pratiquement. C'est quasiment Ben Gurion qui a en fait réorganisé le pays lors de la guerre. C'est lui qui a vraiment pris les choses en main. Alors la guerre d'indépendance éclate parce que Ben Gurion justement dit qu'il faut déclarer l'indépendance, voilà. Alors qu'on sait que les pays arabes tout autour risquent de nous attaquer et de nous exterminer, quoi. Il prend quand même... il a pris l'initiative, il a dit c'est bon, on en a marre d'être sous le contrôle d'autres pays. Les Britanniques ou l'Empire ottoman, voilà. Alors il s'est dit maintenant on veut devenir un vrai pays, on va créer le pays d'Israël. C'est quand même une vraie décision, quoi, d'arriver, de dire on a une chance d'être exterminé, mais si on ne le fait pas maintenant, il n'y aura pas d'État d'Israël. Ouais. Donc vous pouvez toujours dire ce que vous voulez, je décide, on le fait, c'est aujourd'hui. En plus, il faut rappeler du contexte. C'était la Palestine sous mandat britannique. Il y a eu un plan de partage en 1947 où Israël avait un tout petit morceau. Et pourtant qu'on avait accepté, sauf que les Arabes ont refusé et nous on a accepté. Les Juifs ont accepté. Tant qu'on est un État juif, on l'accepte quand même. Et ça, le fait d'accepter, c'est Ben Gurion qui a pris la décision. Et même en sachant que les 6 pays autour, les 6 pays arabes allaient attaquer, il a quand même décidé, on déclare quand même l'indépendance, même si on sait qu'après ils vont nous attaquer. C'était une grande prise de risque, mais qui a bien fonctionné. Que seuls les plus grands leaders arrivent à faire, c'est-à-dire arriver et dire, maintenant c'est plus les sondages d'opinion, c'est plus la rue, je suis devant ma responsabilité, c'est pourquoi on m'a choisi et je la prends. Exactement. Ouais. C'est même lui qui a créé Tsahal, ce qui fait la force aujourd'hui d'Israël, c'est la défense. Alors, on sait que Ben Gurion a été critiqué pendant longtemps en disant d'accord, c'est un personnage extraordinaire, d'accord, il prend des décisions, mais il laisse pas beaucoup de place aux autres. C'est-à-dire, c'est vraiment un type très charismatique. C'est un type qui j'ai dit oui, j'ai dit non. Est-ce qu'il n'était pas un peu dictateur ? Est-ce qu'il fallait pas ça quand même au début de la création de l'État ? Il fallait ça. Il fallait qu'il y ait une organisation, une vraie prise en main. Il fallait quelqu'un qui soit autoritaire, qui ait un leadership. Et c'était vraiment ce qu'il fallait pour que le pays d'Israël s'organise à la création. Alors Samuel, toi, tu es venu en Israël il y a 4 ans. Ouais. Depuis, ça y est, tu parles hébreu. Ouais, ça va, tu te sens bien, tu te sens israélien, etc. Ben Gurion, c'est un personnage que les enfants connaissent dans ton école. Et il est quand même central. Il y a eu des activités sur lui où on commence à l'oublier un peu. C'est un aéroport déjà. C'est vrai qu'on a du mal à éviter. Je vois que tu atterris. On va à Ben Gurion. Voilà, c'est ça. Mais non, j'ai pas vu ça vraiment chez les enfants qui connaissent vraiment son histoire à fond, ce qu'il a fait, à quoi il a contribué. C'est quand même étonnant, quoi. C'est quand même étonnant. Ça, je pense que les gens, ils commencent à l'oublier. Et toi, Arié, qui est arrivé il y a quelques mois seulement en Israël, c'est un personnage que tu as connu comment, Ben Gurion ? Moi, comme j'ai eu des cours du sionisme et tout, on a tout de suite parlé de lui. Donc, et en plus, quand je suis arrivé en Israël, Ben Gurion, à l'aéroport, je me suis tout de suite renseigné. Et puis aussi, j'ai vu, il a une tête assez emblématique, c'est-à-dire on reconnaît tout de suite sa tête. Donc du coup, comme il était partout, les affiches, les petits trucs, on commence à se renseigner. C'est marrant comment les grands personnages quand même se rejoignent et se connaissent. Vous savez qu'Albert Einstein a reçu une proposition d'être le premier président de l'État d'Israël. Et Ben Gurion était derrière cette initiative beaucoup en disant
il faudrait pousser pour essayer de faire en sorte qu'il accepte, parce que c'est des figures effectivement emblématiques. Et quelque part, Ben Gurion est une figure connue dans le monde entier, alors qu'à l'époque, il dirigeait comme un pays qui était naissant tout petit. Et sa personnalité est quand même énorme, a réussi à marquer... Demain, tu vas grandir, tu vas faire des diplômes, etc. Est-ce que tu as envie de garder une des qualités de Ben Gurion? Si tu pouvais hériter, laquelle tu prendrais? La volonté. La volonté comme ça d'aller jusqu'au bout et de pas se laisser... Il a commencé à partir de rien, il est parti jusqu'au bout, il a porté tout le poids. Tout le pays derrière lui, quoi. Ouais. C'est impressionnant, ça donne envie quand même un petit peu. Ça fait peur, mais ça donne envie. Arié et Samuel, vous étiez extraordinaires. Pour moi, vous avez fait une très belle rubrique. Merci d'être avec nous sur ce projet E égale MC mieux. On espère vous revoir. À très bientôt. Bye. Merci. On va laisser la place à d'autres. Salut. Merci beaucoup. Toujours dans le cadre de Égal MC Mieux, le fameux projet pilote dont tout le monde parle actuellement, avec des jeunes absolument extraordinaires aujourd'hui avec nous. Nos deux invités, nos deux chroniqueuses qui vont arriver et qui vont nous parler d'un événement qui a fait beaucoup de bruit aux États-Unis. Nos deux invités sont Avital. Avital, bonjour. Bonjour. Ava, bonjour. Bonjour. Ça va? Très bien. Alors, Avital et Ava étaient dans notre projet. Elles étaient avec nous pendant 2 jours. Comment ça s'est passé ces 2 jours-là? C'était bien. Moi, j'ai bien aimé. Ouais, t'as bien kiffé. C'était sympa. Ça valait le coup de prendre 2 jours de vacances pour ça? Oui. Ouais, oui. Toi, t'étais bien? Oui, très bien. Qu'est-ce que t'as le plus aimé, Ava, dans ces 2 jours? La rencontre avec de nouvelles personnes. Les gens qui sont venus nous parler de des leur nouvelles expériences, chacun. Et vous avez accroché un peu avec eux. Ok, c'est sympa. Alors, vous avez choisi un sujet qui fait beaucoup parler, puisqu'il y a eu un attentat en Floride dans une école. Un malade mental est rentré, a commencé à tuer des gens un peu partout. Et actuellement, dans tous les États-Unis, il y a des manifestations pour dire ça suffit qu'on puisse acheter des armes en vente libre, que n'importe qui puisse acheter des armes et les faire en carton dans une école au choix. C'est le sujet que vous avez choisi. Il n'est pas facile à traiter. Alors, qui commence de vous deux? Qui c'est qui va nous raconter un peu? Je laisse Avital parler. Alors, si c'est Avital, je rappelle qu'Avital a 17 ans, elle habite à Jérusalem, elle va passer le bac cette année, faire son Shirut Leumi l'année prochaine, et on va s'arrêter là, parce qu'Avital a plein de trucs à nous dire par rapport à ce sujet. Alors, Avital, de quoi ça parle? Qu'est-ce qu'on doit faire avec ce sujet-là? Ce sujet, il parle d'un attentat qui est passé dans une école à Parkland. Ok. Je rappelle à tout le monde, des auditeurs, c'est pas très facile, puisque Avital est en Israël depuis longtemps. Elle fait un gros effort pour parler. Ici, voilà, donc elle fait un gros effort pour parler en français. Donc tout ce qu'elle fait, c'est super pour nous. Vas-y, Avital. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cet attentat? Comment ça s'est passé dans cette école? Il y avait eu un jeune qui l'ont renvoyé de l'école. Et après quelques années, il est revenu, il a fait un attentat dans son école. Il a décidé de tuer des gens, n'importe qui, n'importe comment, tous les gens qu'il rencontrerait. Ouais. C'est assez terrible. Et quel est le bilan? Tu sais à peu près combien il a tué de gens? Il a tué 17 dans son école. D'accord. Il a blessé d'autres aussi, etc. Effectivement, à l'époque, ça avait fait beaucoup de bruit. On avait vu que des jeunes avaient téléphoné même à leurs parents en direct. C'est terrible pour des parents de recevoir un coup de téléphone. Il y a un fou qui est dans l'école, qui tue tout le monde. Moi, je suis dans les toilettes, je suis enfermé, j'ai peur. Ça va être assez terrible pour les parents. Alors, pourquoi vous avez choisi justement ce sujet? Qu'est-ce qui vous a choqué? Qu'est-ce qui vous embête par rapport à ce sujet qui est assez important pour qu'on en parle? On a choisi ce sujet pour montrer le courage et la détermination de ces jeunes. Qui ont passé un message très fort. C'est un mouvement qui a touché tous les organisateurs de ces manifestations, de ces messages, c'est ce qu'on voit sur les deux écrans ici. C'est justement de dire, allez, on prend nous-mêmes le problème en main. C'est nous les jeunes qui allons organiser et qui allons en parler et qui allons dire ça suffit. Quoi. Oui, exactement. Et donc ça vous a interpellé, ça vous a plu. Alors dites-nous un peu plus sur cette initiative. Vous avez un peu enquêté sur ça? Vous avez lu des choses? Oui. Ah, vas-y, donc, les 5 jeunes sur cette affiche derrière moi ont été témoins de cette tuerie. Ils ont fait la une du magazine The Time, comme on peut le voir, dans lequel ils dénoncent et luttent contre les armes à feu. C'est la manifestation appelée March for Our Lives, excusez-moi pour mon accent, qui se traduit par marche pour
pour nos vies s'est déroulée le 24 mars dans les rues américaines, dont la foule s'est composée de milliers d'adolescents. Elle avait pour but, cette marche, de réclamer des mouvements des mesures, pour lutter contre les tueries dans les écoles. Et grâce à la solidarité de ces jeunes, ils ont pu passer un message, mais est-ce que ce message aura un impact sur les États-Unis? C'est ce que... D'accord. Alors, Ava, on sait qu'aux États-Unis, effectivement, il y a une tradition un peu bizarre d'ailleurs, qui est basée sur les libertés individuelles. Chacun peut rentrer dans un magasin, dans un supermarché même, et s'acheter une arme à feu. C'est en vente libre, tu as l'argent pour l'acheter, tu l'achètes, et on sait que c'est responsable du fait que ces armes tombent dans les mains de n'importe qui. Alors, toi, personnellement, est-ce que tu penses qu'il y a d'autres mesures en dehors de la limitation des armes qui pourraient faire qu'on évite ce genre d'accident? On sait par exemple qu'en Israël, il y a un chômeur, il y a un gardien devant chaque école. C'est une mesure qui pourrait aider aux États-Unis? Je pense que l'autodéfense aux États-Unis n'est pas obligé de se faire par les armes. C'est sûr que si tout le monde a une arme dans la rue, on ne se sentirait pas en sécurité et tout. Ça va tirer de partout. Oui, bien sûr. Mais en sachant que les armes sont autorisées, que tout le monde peut en porter, on ne peut pas se balader l'esprit tranquille dans la rue. S'ils avaient organisé en Israël une manifestation de solidarité avec cette école, avec ces jeunes, vous seriez allé là-bas? Personnellement, oui. C'est un truc important. Parce que moi, je pense que c'est un peu le but de notre projet. Moi, ce qui m'impressionne aussi, effectivement, que ça soit des jeunes qui aient pris l'initiative et qui mènent ce projet. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours pensé qu'effectivement, les jeunes ont la capacité d'abord, et qu'en plus, le message passe mieux que si c'était un politicien qui a toujours un calcul derrière la tête et qui nous dit il faut enlever les armes, mais parce que lui, ça l'arrange politiquement de faire passer ce message. Est-ce que vous pensez, vous avez d'autres choses à nous dire par rapport à ce projet? Sinon, je vous pose une question. Alors, est-ce que vous pensez, vous, qu'il y a d'autres sujets dans la société sur lesquels les jeunes devraient pouvoir parler aussi et s'exprimer? On a vu, par exemple, je vais vous poser une question qui est un peu spéciale, mais on a vu dernièrement toute la campagne qu'il y avait eu, faite par les gens, par le Balance ton porc, vous avez suivi un peu, sur les gens qui disaient ça suffit que nous, les filles, etc., on soit embêtés par des garçons et qu'on ait presque honte quand on se fait embêter, comme si nous, on avait fait quelque chose de pas bien, alors qu'il y a des matrédimes, il y a des embêteurs comme ça, professionnels, qui traînent dans les rues. Pensez que ça aurait eu encore plus d'impact si c'était des jeunes qui étaient sortis en disant bon, Atkan, ça suffit, quoi. Alors déjà, pour moi, Balance ton porc, ça a tourné sur les réseaux sociaux. Je pense pas que les réseaux sociaux soient dignes de la justice. Enfin, c'est pas comme ça qu'on doit régler ça. Ensuite, les jeunes peuvent aussi dire des choses complètement fausses. C'est vrai aussi. On a déjà vu effectivement pas mal d'informations qui étaient basées sur des mythos, des choses pour se remousser, c'est vrai? Bien sûr. Et pour répondre à votre question, qui était est-ce que les jeunes doivent prendre ces affaires-là en main, etc. Toi, qu'est-ce que tu aurais proposé? Comment on peut lutter contre ça? Je pense que les jeunes peuvent être impliqués dans les affaires, mais pour dénoncer des choses, etc., mais pas les prendre en main. Enfin, en tout cas, pas... Au moins alerter? Oui, bien sûr. D'accord. Avital, si aujourd'hui tu devais toi mener un projet, on te dit allez, Avital, c'est toi, on te donne l'argent, on te donne les moyens, réunis des copains, etc. Quel sujet tu vois qui serait important pour toi de faire avancer? On a vu par exemple en Israël le scandale des rabbinim qui avaient dit on veut pas des filles à l'armée, c'est pas la halakha, et des gens qui ont crié, etc. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que t'en penses par exemple? Tiens, tu connais des copines qui étaient vexées, qui ont dit qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi on parle comme ça? Moi, je veux faire l'armée et je pense que c'est bien, etc. Oui, il y a plein de filles dans mon école qui veulent faire l'armée, mais mon école, il est contre ça. Ouais. Oui, mais moi, je crois que c'est bien parce que les filles, ils peuvent aussi se combattre. Ils sont fortes, ils ont plein de... comment on dit? De volonté. De volonté à gagner tout, genre être elles fort. Elles veulent prouver, elles veulent montrer qu'elles sont capables aussi. Il n'y a pas de raison qu'on les limite. Ça. Oui. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de ce sujet, par exemple? Que les filles dans l'armée? Ouais, qu'elles puissent servir elles aussi si elles ont envie. Un peu partout. Moi, je pense que les jeunes filles ont totalement leur place dans l'armée, que ce soit dans les unités combattantes ou pas.
Je pense qu'il faut pas d'inégalité, il faut une égalité entre les hommes et les femmes, même si certains vont dire que les femmes sont moins fortes que les hommes, qu'elles n'ont pas la même capacité physique ou quoi. Je pense que tout le monde a sa place et qu'il faut laisser sa chance à tout le monde, et tout le monde se montrera par sa détermination qui peut faire ce qu'il veut, quoi. Avital et Ava, vous étiez très impressionnantes. Merci Avital d'avoir parlé aussi en français pendant tout ce temps-là. C'était pas facile pour toi. Vous étiez remarquables. À très bientôt. On espère vous revoir dans le projet E égale MC Mieux. Encore longtemps avec nous. Merci. Merci à vous. Bye bye. Hop. Une chanson intellectuelle avant le bac, c'était important. Avec nous pour le projet E égale MC Mieux, aujourd'hui dans Plein Lado, 2 invités prestigieux. Ils sont venus de loin. Doron à ma gauche. Bonjour Doron. Bonjour. Ethan à ma droite, complètement détendu. On voit que c'est une star de la radio. Ethan, bonjour. Bonjour. Ethan, comment ça se passe, ce projet E égale MC Mieux depuis 2 jours? Vous kiffez un peu? Ouais, très bien. C'était pas gagné à l'origine, parce qu'il y a eu aussi des cours et tout. C'était pas évident alors qu'on est en vacances. Ouais. T'as rencontré des gens intéressants? Ouais, très intéressant. C'était une expérience enrichissante. Ok. Et toi, et Doron, comment t'as passé ces 2 jours-là? Très bien, j'ai connu des nouveaux amis. Ouais, t'as rigolé un peu quand même? Un peu trop. Ah ouais, c'est bien quand même. Doron, il a 15 ans, il est freestyler, c'est un amoureux de rap, de hip-hop, de freestyle. Et si on avait eu un petit vélo et tout, il vous aurait montré sur la table qu'est-ce qu'on peut faire avec un vélo, même dans un studio. Ethan, lui, habite Jérusalem, il étudie à Noam, il aime le sport, et son rêve, c'est de faire une chaîne YouTube, mais comme il aime et comme il a envie. Et son rêve ici, on va l'aider aussi, on lui filera un coup de main pour le réaliser, parce que là, on est dans E égale MC Mieux pour essayer d'aider les jeunes à réaliser leurs rêves. Alors, Ethan, je vais commencer par toi. Ok. Vous avez choisi un sujet, présenter 2 jeunes qui ont eu un peu de mal, tu vas nous raconter ça, à réussir, Ouais. et puis d'un coup qui percent. Et dans le pays, on entend énormément parler d'eux, alors que quand on entend la musique, on dit c'était pas extraordinaire a priori, et pourtant les types cartonnent. Ils s'appellent Static et Benel. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire sur eux, Ethan? Au début, ils avaient un parcours difficile. Ils étaient séparés, donc ils n'étaient pas en duo. Et ils avaient du mal à percer, à réussir. C'était 2 petits chanteurs, de types qui pensaient que... Alors on sait que Benel, par exemple, c'est le fils de Shimi Tavori, qui avait été un chanteur dans les années 70, 80, qui était connu en Israël. Et là, c'est un autre style complètement. Oui, mais à ce que j'ai appris et tout, et on a regardé, il n'avait pas des très bons liens avec son père. Et donc, il a voulu lui prouver que même tout seul, il peut réussir. Et... En fait, en 2-3 chansons, il a même dépassé le succès de son père, parce que vraiment, lui, on l'a entendu partout, alors que son père avait toujours été noyé par des artistes qui étaient plus prestigieux que lui. Ouais, et donc, au début, il chantait seul, en solo, quoi. Et il y a un rappeur israélien qui s'appelle Ron Necher qui les a rassemblés, Static et Benel, et il a créé une chanson avec eux en 2015 qui s'appelle #Doubigal. Ok. Et cette chanson, elle a percé. Il y a eu beaucoup de gens qui ont aimé, surtout des adolescents. Et depuis cette chanson, ils ont continué jusqu'à en sortir 6. Ok. Et donc, alors je t'interromps un tout petit peu, je vais revenir vers toi. Qu'est-ce qui a plu aux jeunes dans ce qu'ils ont fait? Pourquoi ça a plu tellement? Moi j'ai vu un concert à eux, le début, ils faisaient des cabrioles, des trucs, ou bien c'est leur style, ou bien c'est le fait qu'ils ont l'air copains comme ça. Qu'est-ce qui plaît chez eux? moi, j'ai bien entendu qu'ils ils font des... Comme tu as dit. Et Ouais. moi ils sont pas vraiment de mon style, ces deux-là. Moi, j'aime pas vraiment toutes les musiques qu'ils ont fait. D'accord. Il y a des trucs quand même qui t'ont plu, qui t'ont accroché, un peu le rythme et tout, le fait que La danse ça de met quand même une petite la... ambiance. La danse de la deuxième. Ok. De la deuxième chanson. D'accord. Et j'ai pas vraiment aimé.
T'as pas vraiment aimé. Alors pourquoi t'es venu quand même les présenter aujourd'hui? Quel est le message un peu qu'on peut recevoir de Static et Benel? C'était des gens qui réussissaient pas, qui se sont accrochés un peu, qui ont eu aussi de la chance de rencontrer un rappeur qui les rassemble et tout. Toi, comment tu vois ça, de leur réussite? Dans la réussite, je sais pas vraiment. C'est... Quels sont les rappeurs, toi, que tu t'aimes beaucoup mieux? Moi, j'aime comme Gradure, Nekfeu et Booba et tous les autres, tous les rappeurs qu'il y a en France. D'accord. Pour toi, c'est des types qui ont une culture musicale plus grande, qui ont ça dans le sang plus? Donc tu les vois un peu, Static et Benel, comme un peu des opportunistes, des mecs qui sont rentrés, qui ont vu un créneau et qui n'avaient pas vraiment la flamme au niveau musical, mais quand même qui... Ouais. Ils te font rire? Parce que je vois que tu as envie de rire. Non, ils font pas rire, ils font de la peine. Ils ont une mode de gosses de... Ouais, c'est vrai que... Bon, on dirait qu'ils se déguisent. On dirait que c'est Pourim pour eux, toute leur vie. Effectivement. Ah, Pourim, ils sont bien désignés. Tu penses pareil que lui ou tu penses quand même qu'ils ont quelque chose qui a plu? Je sais pas s'il y a quelque chose qui a plu ou quelque chose comme ça, mais... J'ai aimé leur deuxième chanson, c'est tout. Mais voilà, moi, comment je pense... elle s'appelait Barbie. Ok. Et ben ouais, j'ai pas trouvé quelque chose de spécial en eux, mais... En tout cas, moi, ils ont la tête de mecs que j'avais au fond de la classe. Moi, j'étais au fond, ils étaient déjà dans le mur, tu vois, au fond, ce genre-là. Comme quoi, quand même, quand on s'accroche, parce que moi, je les ai vus quand même sur scène, et les mecs, ils ont du bitachon, ils ont pas peur, tu vois. T'as l'impression que c'est les plus grandes vedettes de l'histoire. Les types, ils sont là, allez-y, avec moi. Ils ont pris la confiance. Ah, grave, ils ont pris la confiance grave. Ethan, ouais. Toi, on a l'impression que tu es un garçon quand même qui a confiance en toi, qui est bien. Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Parle-nous un peu de cette chaîne YouTube spéciale. Tu veux mettre quoi dedans? Ben, j'aime bien faire du gaming, j'aime bien jouer aux jeux vidéo. Ouais. Et voyager, découvrir le monde. Donc tu aimerais mettre quoi dans ta chaîne? Des extraits, des choses que tu auras filmées dans le monde? Ouais. Ok. Tu veux m'en dire plus ou je parle plus que 3 personnes réunies donc. Si Doron, tu m'as raconté des trucs en coulisses tout à l'heure. Parle-moi un peu de ça parce que ça m'impressionne toujours. C'est vrai ce que tu m'as dit qu'avec un vélo, avec le matériel qu'il faut et tout, tu es capable de descendre sur une rampe, un truc comme ça. J'ai vu ça sur Internet, je pensais que c'était des trucages, très honnêtement. C'est encore dur, moi je suis encore en train de l'apprendre, mais... Okay. Une fois, j'ai réussi. Tu m'as montré une blessure aussi, parce qu'on apprend en se prenant des coups. Ouais. Qu'est-ce que tu arrives à faire aujourd'hui avec un vélo, avec des pneus assez larges et des trucs comme il faut? Là, je suis encore nouveau dans le... Qu'est-ce qu'il faut comme matériel? Il faut un vélo ou une freestyle. Ça s'appelle une trottinette, comme vous voulez. D'accord. Et c'est moins dangereux le BMX. Ok. Parce que là, tu peux pédaler, tu peux t'arrêter, tu as tes freins dans tes mains, tu peux tout faire. Ok. Et freestyle, c'est plus dangereux. Il y a des types qui sont connus, qui sont les champions du monde. Il y a des championnats comme ça? J'ai plein de potes qui sont assez bons. Il y a des classements? Ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a Diroug, on met à des places. Il y a le champion du monde, le deuxième, c'est vraiment classé aujourd'hui. Il y a un, mais il n'y a pas des copains qui sont vraiment dans les compétitions. Ok, d'accord. Mais entre jeunes, vous faites des trucs entre vous en disant tiens, il y a quoi? Il y a un terrain où on fait ça? C'est un terrain, ça s'appelle un skatepark. Il y a plein de petites pentes. Il y en a qui sont assez dangereuses pour ceux-là qui s'y connaissent. Il y a aussi skateboard. Et il y a aussi roller, si tu veux. Vous éclatez, vous. C'est-à-dire, si Static et Benel ils viennent un jour où vous êtes, vous dites pousse-toi devant, vous les regardez même pas, quoi. Ouais. Toi aussi? Alors, qui c'est qui va chez eux? Tous les types qu'on voit, on dit ils sont nuls. La plupart, c'est les filles. La plupart, c'est les filles. Ah, juste parce qu'ils sont sympas comme ça, ils sont mignons, un peu musclés et tout? Musclés, non. C'est l'histoire. Ils ont quand même, ils font du sport. Je les ai vus, ils font des roues, des trucs. Ouais. Non, ça vous impressionne pas, vous? Non. C'est pas votre cave. En tout cas, merci d'avoir été là. C'était super sympa de votre part, Ethan et Doron. Très, très bonne rubrique, très bonne émission, même si vous avez choisi des mecs que vous supportez pas. C'est bien, ça change un peu. Au moins, c'est un exemple à ne pas suivre. Static et Benel, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Et pendant ces 2 jours de E égale MC mieux, et dans cette émission de Plein d'Ado. Merci, à très bientôt.
Au revoir. Au revoir, merci. Plein d'ados avec aujourd'hui le projet E égale MC mieux. Avec, ce sont les derniers à passer d'ailleurs. Alors, Mendel, qui est à ma gauche. Mendel Thébault, bonjour. Bonjour. Ça va? Ouais. Ça se passe bien? T'as aimé ces 2 jours avec nous? Ah, c'était très sympa. Ouais, c'était sympa? Ouais. T'as aimé travailler avec le technicien dans le studio qui t'a Ah donné ouais, des les tâches? T'as clés intérêt à USB. dire oui, sinon il te laisse pas sortir avec Ouais, les clés oui. USB, etc. Il a aimé, bravo Israël. Israël est en fête. Ils ont fait leur alia il y a 2 ans et demi. Vous veniez d'où à l'époque? De Paris. Israël, comment ça s'est passé la alia? Ça va bien. Ouais, tranquille. T'as Bien appris accueilli. l'hébreu maintenant? Tu commences à bien... Ouais. Kan, Beseder, Kol, Beshlita. Ok. Donc, le truc, c'est comme ça. Mandel, on va le présenter. Il a 14 ans, donc ça alia il y a 2 ans et demi. Il est en quitte-à-tête. Il aime bien les jeux, il aime bien les films. Il aime bien ne rien faire, quoi. Tranquillement. Il aime bien les vacances. Et donc, là, il est parfaitement content, sauf qu'ici, nous, on travaille. Quant à Israël, lui, il aime les dessins et les jeux. Tu dessines? Tu as un dessin ici à nous montrer? Sinon, on l'aurait mis sur l'écran derrière. La prochaine fois. Et lui aussi, on avait dit, il est en fête. Comment ça se passe l'école en Israël? C'est pas trop dur quand on a fait Non, ça on a il y a beaucoup 2 d'aide. ans et demi? Ouais, beaucoup d'aide quand même. Ça va, tu rattrapes doucement? Ouais. Ouais, ok. Donc maintenant qu'on a présenté le projet et vos avis, on va parler du sujet du jour. Et vous avez choisi un sujet du jour qui est quand même très très proche d'un truc qu'on a fait, puisque Batel Gatterer, championne de taekwondo, notre représentante aux Jeux Olympiques en Chine il y a des années, était notre première conférencière du projet hier matin, alors que vous étiez encore tout hésitant et vous demandiez qu'est-ce que vous faisiez là. C'est elle qui avait pris la parole et qui avait lancé véritablement ce projet. Alors pourquoi vous avez choisi Batel? Tiens, je vais commencer par Israël. Israël, pourquoi vous avez choisi Batel? Parce qu'au début, on voulait parler sur quelque chose d'autre, mais on n'avait pas beaucoup aimé. On avait écrit, on s'était relis, c'était pas très intéressant. C'était pas très intéressant. D'un coup, vous êtes souvenu que vous avez rencontré Batel et qui était sympa quand même. Hein. Ouais. Et on a vu que ça... On a écrit quelque chose sur elle et ça marchait bien. Du coup, on s'est dit, on va essayer. D'accord. Alors, Mendel, qu'est-ce qui vous a plu chez Batel hier quand elle nous a fait son cours? Déjà ce petit exercice avec le pied au début, quand elle passe au-dessus du C'était bonhomme. un peu là. impressionnant. Ouais. Son sourire aussi est sympa quand même. Ouais, fille. quand même sympa. Ouais, elle est sympa. Alors, qu'est-ce qui vous a impressionné? Pourquoi vous avez choisi ce sujet? Et ensuite, on commence à rentrer dans le Déjà, sujet. se dire qu'il y a une championne en Israël qui a participé à des concours, qui a gagné des Non, médailles. c'est sympa quand même de voir quelqu'un qui était aux Ouais, Jeux voilà. Olympiques, qui reste comme ça. Et comme ça, souriante. t'arrives et Ah, tu j'ai vois vu une championne. Messi. Et en plus, tu la vois. Tu vois Ouais. une championne qui arrive. Ouais. Et voilà. Ouais, c'est vrai que c'est sympa d'être à côté d'une championne, de la voir et tout, et de voir qu'elle est restée sympa, modeste. Elle a réussi à rester religieuse, à faire des trucs alors qu'elle allait aux Jeux Olympiques. Nous a raconté cette fameuse histoire avec toute la nourriture de toutes les délégations, etc. Alors, qu'est-ce que bien vous envie nous avez d'être. prévu sur elle? Qu'est-ce que vous avez à nous raconter? Bah, déjà, on voulait raconter un peu toute son histoire, depuis le début jusqu'à Alors, où elle en vas-y, est maintenant. lance-toi, raconte-nous un peu tout. Bah, en fait, déjà, elle est née le 4 février 1988. Oui. Elle a grandi dans un Ishuv, je crois. Dans un Ishuv à Korchav à Yaakov. Moi, je l'ai Korchav connue. J'ai habité là quand elle avait 8 ans. Je suis arrivé. Je me souviens encore de Batel, petite fille, effectivement. Ouais. Et à 9 ans, elle a commencé à aller à un matnas. Et je crois que c'était vers 12 ans qu'elle a commencé à faire du taekwondo. Ouais, elle On l'avait rentre proposé. directement d'ailleurs en Ouais. équipe d'Israël à 12 ans. C'est une Ouais, à 12 surdouée. ans, elle est une surdouée. En quelques mois, on voit qu'elle est super. Ouais. Et je crois... Attends. Et son entraîneur, déjà, quand elle arrive, il lui dit, il y aura que le taekwondo à cette heure-ci. Parce qu'elle voulait une heure précise, je crois, elle nous avait dit ça. À 5 Ok. heures. À 5 heures. C'est sa mère, en fait, qui sortait du travail après 5 heures, donc qui pouvait l'amener que si jamais il y avait un atelier. Donc elle arrive un peu, effectivement, au taekwondo un peu par hasard. À 12 ans, mais- elle s'entraîne à Jérusalem à 12 ans. Ouais. Et en 2006, eh ben, elle se fait remarquer en remportant une médaille d'or à l'Open de Suède, je crois. D'accord, effectivement, elle gagne un grand concours comme ça. Médaille d'or. On s'aperçoit que Batel a un gros potentiel quand même. En taekwondo, ouais. Et en 2007, elle remporte une médaille d'or au championnat autrichien et une bronze au championnat suédois en Belge, chez les Belges. Le championnat suédois chez les Belges, ça m'étonnerait. Non, mais je crois... Attends. Ouais, j'ai dû me tromper. ça doit être un grand prix, effectivement, en Belgique. médaille Et effectivement.
Le fait est qu'effectivement, Batel enchaîne les victoires. Elle gagne. C'est un peu trop Elle tôt. se fait, même. ouais, elle se fait même pas. un petit peu à un moment, elle se fait battre, elle perd. Ouais, alors Batel a une philosophie, ce qu'elle nous a dit hier, effectivement, quand elle perd, elle ne veut pas regarder la défaite. Pour elle, la défaite, c'est une partie de la victoire qui arrive. Donc effectivement, on va comprendre ce qui n'a pas été et on continue, toujours. Et donc après, qu'est-ce qui se passe? Il va avoir un gros tournant, effectivement, dans sa vie. Elle perd. Et du coup, déjà, elle était très déçue parce qu'elle disait c'est pas genre que pour moi, c'est surtout pour mon pays. Je veux montrer à mon pays que je gagne. Alors effectivement, Batel, elle a tout de suite compris qu'elle représentait Israël. Donc pour elle, c'est pas elle seulement qui perd. Quand elle perd, elle a l'impression qu'on va pas jouer la Tikva sur le podium. Voilà. C'est tout ce qu'elle voulait en fait. Juste avant que tu continues, Israël, tu te souviens un peu de l'anecdote avec son père qu'elle nous a raconté? C'était quand même marrant. Raconte-le un peu aux auditeurs. En fait, comme tous les pères, il aime beaucoup sa fille. Et quand il a entendu qu'elle allait faire un voyage pour faire du taekwondo, il s'est dit, je vais l'accompagner au premier truc. Il est arrivé, il était un peu collant. Et quand elle a gagné, en fait, dans les... Surtout, on avait l'impression que c'était lui qui avait gagné la médaille. Il courait avec les bras en l'air. Oui, voilà. je le tiens. Et je crois qu'il lui a même fait une chambre, non? Vous savez qu'en Israël, on n'a qu'une seule médaille d'or aux Jeux Olympiques. C'était un type en voile, il s'appelait Gal Friedman. Et le jour où il a touché la médaille, c'était la première médaille, la dernière d'ailleurs qu'on ait eu d'or en Israël. Et donc, Sarah Tachinour, la ministre de l'Éducation, était tellement contente, elle montait avec lui sur le podium pour embrasser. Ça fait rire tout Israël en disant, mais c'est pas ta médaille, descends du podium. Elle était montée, et là, ça nous rappelait un peu ça, effectivement. Ouais. Le père de Batel nous avait même raconté que la deuxième compétition, il avait promis d'être sage et il avait recommencé jusqu'au moment où on a réussi à l'écarter un peu. Ouais, à un moment, il a dit c'est bon, j'ai compris ma fille, j'arrête. Oui, au bout de quelques médailles, il avait quelques médailles sur le torse et il a dit c'est bon, j'ai ma dose. Alors, Christa Debois nous raconter encore sur Batel un peu les Jeux Olympiques quand elle y arrive là. Elle a également terminé 5e aux Jeux Olympiques d'Espagne, au championnat d'Espagne, excusez-moi. Okay. Et en 2010, elle remporte une nouvelle médaille d'or du championnat d'Europe. Ok. Alors ça, c'était après les Jeux Olympiques, parce qu'elle était aux Jeux Olympiques en 2008. Non, je refais un résumé. Ok. En 2008, elle perd au premier tour aux Jeux Olympiques alors qu'elle pensait avoir la victoire en main quelques secondes de la fin. Un coup dans la tête. Et ensuite, elle s'est dit, je vais me relancer. Et en 2010, elle gagne les championnats d'Europe. Tu te rappelles quand elle nous a raconté l'histoire des coups de téléphone de Bibi, Shimon Peres? C'était impressionnant, ça, quand même. Ouais, quand même. Tu veux nous raconter un peu? On lui passe le téléphone, on lui dit, vas-y. Et c'était en fait, il est arrivé, son entraîneur arrive avec un téléphone, c'est Bibi. Dans sa tête, on connaît qu'un Bibi. Mais c'est Bibi. Ouais, voilà. La Shrona. Elle a fait, oui, bien sûr, à part. Et après, il lui court derrière, c'est Bibi, c'est Bibi. Elle a dit, je vais prendre, ça doit être une blague. Il fait, allô, oui, c'est Bibi Netanyahu et tout. Bon, assez surpris. Et après, c'était, je me rappelle plus quel ministre l'avait appelé. Shimon Peres, qui était connu aussi. Peres. Alors effectivement, Batel nous a raconté plein de trucs. Aux Jeux Olympiques, elle va croiser Messi, Ronaldo, plein de stars super connues. Elle prend des photos, elle a un album chez elle, etc. Mais elle est consciente aussi qu'elle est une petite sportive d'Israël et que dans cette délégation-là, elle a la chance et le bonheur de pouvoir rencontrer effectivement des stars mondiales, tous les joueurs de la NBA qui viennent pour essayer de gagner la médaille d'or olympique à l'époque. Alors, qu'est-ce que tu nous as prévu, Israël? Qu'est-ce que tu veux nous raconter, toi? Moi, je vais dire toutes les médailles qu'elle a gagnées. Alors, vas-y, on y va, dans l'ordre. Alors, au début, elle a gagné en novembre 2008 une médaille d'or en Croatie, je crois. En 2009, une médaille d'argent en Belgique, puis le championnat du monde. Elle a fini 5e en championnat d'Europe. En 2010, elle reçoit une médaille d'or en Europe. Et c'est la première fois qu'une Israélienne gagne le championnat d'Europe. Remporte l'or, quoi. Ouais. Et en 2011, une médaille d'or à l'Open d'Israël, puis une médaille d'argent, puis une de bronze. Et depuis, elle continue à avoir des médailles. Effectivement, elle n'a pas réussi à se qualifier aux 2 Jeux Olympiques d'après, parce qu'elle nous a expliqué c'est très dur, il n'y a qu'une compétition pour se qualifier. Et maintenant, elle essaie quand même, pour les prochains Olympiques, d'essayer de se qualifier alors qu'elle a 30 ans.
et qu'en général, c'est en Israël, en tout cas, on ne continue pas jusqu'à 30 ans parce qu'il y a plein de raisons. Ouais, mais En tout cas, vous avez fait un gros travail. Je vois que sur Internet, vous avez recherché les choses, les médailles, vous l'avez suivi. Si Batel, j'espère que tu vas nous regarder. Je vais t'envoyer un petit mot quand cette émission va passer. J'espère que tu vas être avec nous parce que c'est intéressant le travail que vous avez fait. Mendel et Israël, c'est un beau travail. Vous avez bien présenté. Vous avez encore quelque chose que vous voulez dire un peu sur elle ou sur Batel? Bon, alors, juste pour clore un peu votre passage, vous avez bien résumé effectivement sur Batel. Est-ce que vous avez envie de continuer avec nous dans E égale MC mieux dans nos prochaines aventures? Bah oui. Ouais, ça vous dit? On passe à la radio. Vous avez encore des frères et sœurs? J'ai un petit frère. D'accord. Bon, lui, on va attendre qu'il grandisse encore un tout petit peu. Vous allez grandir bientôt encore plus. Vous allez devenir des ados nous, on serait très heureux de faire plein de projets avec vous, de continuer, puisque de toute façon, on compte rentrer dans ce projet-là de plus en plus de jeunes pour faire de plus en plus d'initiatives, de projets, pas seulement de la radio. On fera aussi plein de choses. On animera des sites internet, on va faire des films à passer sur YouTube. Et on compte sur vous pour être là avec nous. C'était Bernard Zanzouri pour Plein l'Ado dans une émission qui était exceptionnelle sur notre projet E égale MC mieux. Merci à Kalita qui nous a prêté des locaux. Merci au CNEF d'abriter notre projet. Et merci aux jeunes. Surtout, je veux entendre un grand cri. Allez, faut qu'on l'entende, ouais. D'avoir été là. Vous pouvez venir. Allez, venez derrière sans casser une caméra. Attention. Venez ici pour la grande photo finale. Avec le Madrid aussi, Adiel, tu peux... Allez, tout le monde derrière moi. Tu peux nous rejoindre. Allez, venez tous. Attention, c'est un souvenir. Venez tous ici. Voilà tous ceux qui ont animé cette émission exceptionnelle et ce projet. Merci à tous. Faites attention aux écrans. Allez, un petit souvenir. Adiel va nous prendre une photo aussi. Allez, un petit signe de victoire, comme les gagnants. Ouais. Comme le père Guetterer quand il a pris des médailles. Oui. Encore une, allez, youhou, j'ai gagné. Merci à tous, c'était super sympa. On se retrouve dans quelques minutes pour conclure la journée. À tout de suite. Merci aux auditeurs, bye. Plein l'ado, c'est un rendez-vous détente présenté par Bernard Zanzouri pour rire, réfléchir et grandir tous ensemble.